Vous voulez accélérer votre carrière dès aujourd'hui? Travaillez à la maison avec HGS Service à la clientèle. Nous avons des postes ouverts à travers le Québec pour des agents bilingues afin de soutenir nos clients d'affaires essentiels. Nous offrons des postes à temps plein avec une formation payée, des avantages médicaux et dentaires et nous fournissons même l'équipement. Améliorez votre carrière et postulez sur joinhgs.com. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, tu veux nous parler de Balarama Holness. Alors ce gars-là qui se présente à la mairie de Montréal et ça semble être un personnage assez particulier. Ouais, alors Balarama Holness, candidat à la mairie de Montréal, qui avait été candidat en... Alors c'est une figure singulière et il va probablement faire 2 ou 3% s'il est chanceux, mais pourtant il faut s'y intéresser parce qu'il représente la traduction politique d'un courant que l'on voit progresser depuis des années sur les réseaux sociaux, dans la vie médiatique, mais là qui se trouve en lui un candidat qu'on pourrait dire c'est un courant de gens qui prétendent se revendiquer de la diversité, mais qui, dans les faits, sont des obsédés de la race et, plus encore, peinent à cacher leur mépris du peuple québécois. Et je te donne quelques exemples pour en témoigner. Alors, petit trait psychologique sur lui, cela dit qu'il n'est pas sans intérêt. Il s'est fait connaître, lui, il a été candidat pour Projet Montréal en 2017, je ne crois pas à la mairie de Montréal-Nord. Mais il a voulu poursuivre l'année suivante Projet Montréal pour racisme systémique. Pourquoi? Parce qu'on lui avait pas donné suffisamment de moyens pour gagner son élection. Un candidat poteau, je suis une victime du racisme systémique. Donc, son émergence publique, auparavant, c'est un joueur de football, mais son émergence publique, c'est à la manière d'une victime du racisme systémique, apparemment. Et il disait que la victoire de Christine Black, qui était par ailleurs qui est blanche, à Montréal-Nord, ça, c'était une victoire, c'était une signification ratio-politique, pour reprendre les mots d'entretien qu'il avait donné, si je ne me trompe pas, au métro. On est par ailleurs devant un type donc qui se constitue dans l'espace public à la manière d'une victime, mais qui va raconter à qui veut l'entendre, au New York Times qui lui avait tendu le micro, ou encore au Urbania, qui se prend pour le Obama canadien. Bon. Il se prend pour le Obama canadien. Obama, c'est pas rien quand même. Alors, sur quels critères se prend-il pour le Obama canadien? On le devine. Donc, c'est un principe d'identification raciale. Mais, en tant que tel, Obama, c'est autre chose qu'une couleur de peau, hein. Obama, c'est pas que sa couleur de peau. Obama, c'est quand même un parcours, c'est une trajectoire, et ainsi de suite. Or, là, on a quelqu'un qui, manifestement, considère que le reste ne compte pas. La couleur de peau suffit pour s'identifier. Mais si ce n'était que ça, on est aussi devant un candidat qui donc qui a une capacité d'action communautaire. Hein. Il inspire des gens, faut pas se tromper, qui va mener une pétition de plusieurs milliers de personnes pour que Montréal fasse une consultation sur le racisme systémique. Ok, donc là on comprend que c'est ça son combat, la lutte contre le racisme systémique. Quand il va avoir la nomination de Bokra Manaï comme commissaire politique à la diversité à la ville de Montréal, qui sur le plan idéologique correspond parfaitement au profil, Balarama Holness, qui se présente comme noir, nous dit oui, mais ça, c'est une nomination qui confirme le racisme systémique et c'est même du racisme, c'est anti-blackness, du racisme anti-noir. Pourquoi? Parce que le poste sur le racisme systémique aurait dû revenir à un noir. Donc là, on est devant quelqu'un qui nous dit que c'est du racisme de choisir quelqu'un autrement que sur le critère de la couleur de sa peau. Et qui nous explique donc, c'est ce que j'avais appelé dans une chronique il y a un temps, du racisme chez les racisés. Donc, au nom de l'antiracisme, il se permet de critiquer quelqu'un au nom de la couleur de sa peau et considère donc qu'il devrait avoir des fonctions, des emplois dans la fonction publique qui devraient être réservés à des gens selon la couleur de leur peau. Et s'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ils ne devraient pas les avoir. Et plus encore, dernier point qui est assez important, puis ça, je l'ai interpellé il y a quelques jours sur Twitter, mais il devait manquer de temps pour me répondre là-dessus, même s'il a pris le temps de liker le commentaire, comme on dit. En 2018, Balarama Holness fait un post sur Facebook, si je ne me trompe pas, ou sur Twitter, sur Facebook, je crois, qu'il a effacé depuis, mais qui circule beaucoup. J'ai vérifié, j'ai voulu authentifier, je voulais m'assurer que ce soit pas un fake, comme on dit, que ce soit pas une fake news. Il affirme en 2018, au moment des élections québécoises, que si le Québec se séparait du Canada, Montréal pourrait se séparer du Québec et qu'il voudrait organiser un référendum à Montréal pour que Montréal se sépare du reste du Québec. Donc, on est ce qu'on appelait en 1996-97, on appelait ça un parti sioniste. Un parti sioniste, c'est-à-dire quelqu'un qui dit
que Montréal doit s'affranchir finalement d'un Québec auquel il ne se sent pas lié, auquel il veut pas s'identifier, dont il veut se délivrer, si le Québec devenait indépendant. Et à travers ça, comment ne pas voir une forme de mépris incroyable pour le peuple québécois? C'est-à-dire, si on participe au référendum, mais si le résultat ne nous plaît pas, on se contente pas de dire qu'on va en organiser un autre. On dit on fait notre propre petit référendum local pour nous séparer du reste du Québec parce qu'on ne se sent pas lié au destin du peuple québécois. Ce candidat nous est présenté de manière tout à fait complaisante dans les médias, souvent comme un candidat antiraciste, qui incarne la vigueur d'une génération nouvelle, amoureuse de Montréal, convaincue des chances et de la grandeur de la diversité, et ainsi de suite. Moi, je regarde ça et c'est un candidat, c'est un rhodésien, pour reprendre l'ancienne formule de René Lévesque. Et ça nous rappelle qu'il y a des rhodésiens de toutes les couleurs. En ce matière, au Québec, là-dessus, ça nous rappelle encore une fois que la couleur de la peau n'est pas le véritable déterminant ici, mais la langue et la culture pèsent pour bien davantage. On est devant quelqu'un qui, manifestement, qu'on regarde à ce point de haut le Québec, que si jamais le Québec faisait le choix de son indépendance, il voudrait s'en séparer pour ne pas être lié au destin des ploucs et des bouseux. Quand on regarde tout ça, si un candidat avait un profil semblable, mais ne revendiquait pas sans cesse le principe de l'antiracisme, on se dirait on est devant un candidat assez inquiétant, un candidat divisif, un candidat qui porte un discours qui condamne nos sociétés à une grande polarisation. Mais non, il est en ce moment accueilli avec beaucoup de complaisance, beaucoup de sympathie. On le traite comme si c'était une figure d'avenir. Il ne me semblait pas inutile de faire le portrait politique rapide de ce personnage qui a probablement un avenir parce qu'il incarne un courant qui existe aujourd'hui, qui a besoin d'une traduction politique. Ceux qui l'admirent disent qu'il n'est pas sans charisme. Je lui suis indifférent, mais bon, en ces matières-là, le charisme en politique, certains y répondent, d'autres non. Donc on est dans une figure qui traduit un courant de pensée qui était là depuis un certain temps et dont on devrait s'inquiéter parce que derrière, il représente bien cette espèce ce pseudo-antiracisme qui devient la caricature de ce qu'il prétend combattre. Mais moi, les gens qui ramènent toujours tout à la race comme ça, là, tu dis, voyons donc, si j'ai pas eu cette job-là, c'est parce que j'étais noir. Si on n'a pas voté pour moi, c'est parce que j'étais noir. À un moment donné, tu peux pas toujours tout ramener à la race comme ça. C'est presque de la maladie mentale, là. Le drame, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui pousse à tout ramener à la race. C'est-à-dire que le nombre de fois on peut lire dans des journaux, des reportages, que telle organisation est trop blanche, tel ci est trop blanc, ça, il y a trop de blancs, ça, là, c'est racisme systémique. Donc, la grille de lecture qui commande de plus en plus notre lecture des rapports sociaux, c'est une grille racialiste. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre là-dessus. L'obsession raciale, le racialisme est en train aujourd'hui de contaminer l'esprit public. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, c'est paradoxal, que quelqu'un qui ne cesse de revendiquer une conscience raciale généralisée pour définir la société sur une base raciale et qui s'imagine, là je parle pas d'Holness là-dessus, j'ai pas de déclaration de lui là-dessus, mais il y a des courants qui vont nous dire, par exemple, que la société québécoise serait fondée sur la suprématie blanche. Comment peut-on affirmer publiquement, comme on le voit souvent, que la suprématie blanche existe au Québec, et comment ne pas d'un coup, mais presque s'écrouler sous l'hilarité? Comment peut-on ne pas mourir de rire devant une personne qui nous dit que la suprématie blanche existe au Québec? Comment ne peut-on, soit dit en passant, il y a quelques années encore, comment peut-on ne pas mourir de rire devant quelqu'un qui dit qu'il y a du racisme systémique au Québec? Or, ce que je constate, c'est que ces concepts-là progressent à une grande vitesse. Ils disposent aujourd'hui d'une base sociale qui s'y reconnaît. Et personne ne leur tient tête. C'est ça qui me fascine. Personne ne leur tient tête. Donc, c'est comme si ça allait de soi parce que le risque, le prix à payer pour affirmer qu'il n'y a pas de racisme systémique. Bon, dans les médias, on est quelques-uns à se donner le droit de le dire parce qu'on a, à un moment donné, notre travail consiste aussi à assumer notre liberté de penser puis à dire ce qu'on a à dire, même si le prix à payer symbolique et tout le reste est bien réel, si les insultes sont là. Mais dans une entreprise, là, je donne toujours le même exemple qui me semble très, très, très parlant, puis on peut le voir un peu partout. Organiser un séminaire, là, comme il y en a si souvent, un atelier de rééducation idéologique au nom de l'approche équité, diversité, inclusion,
Organisez ça, et puis là, expliquez aux gens que les Blancs participent tous au racisme systémique, à la suprématie blanche. Soyez l'employé qui dit, moi, je veux pas participer à ça, je trouve que c'est de l'endoctrinement, ou soyez l'employé qui pose une question en disant, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est de l'endoctrinement, les Blancs ne sont pas tous racistes, le racisme n'est pas systémique au Québec, et ainsi de suite. Eh ben, vous risquez une convocation au bureau du personnel, aux ressources humaines, vous risquez peut-être même le licenciement, vous risquez de vous faire dénoncer comme raciste, et ainsi de suite. Il y a un prix à payer pour s'opposer à cette idéologie-là, ce qui fait que la plupart ne s'y opposent pas. Puis on voit même médiatiquement, moi ça me fascine de voir des gens qui, il y a un an et quart, pouvaient considérer 1 an et demi, 2 ans, mettons, rappelons-nous l'élection dans le coin de Québec, je pense, c'était pas dans Vanier, mais c'était pas loin, une élection dans le coin de Québec où il y avait eu qui était presque un mini-référendum sur le racisme systémique à l'époque de Philippe Couillard. Tout le monde avait dit, il y en a marre de ce concept-là. 2 ans plus tard, on trouve des figures médiatiques qui confessaient leur perplexité devant ce concept pour nous dire, bah oui, ça a bien de l'allure, il faut prendre ça au sérieux, et ainsi de suite. La pression idéologique est très réelle pour se convertir à ça. Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, tenir tête. Puis, comment tenir tête? Eh bien, nommer ce que l'on voit devant soi, montrer comment ces concepts-là sont dangereux, cesser de faire semblant qu'on est simplement devant des hurluberlus, on est devant des idéologues, on est devant des militants, certains sont talentueux, certains sont charismatiques. On dit que c'est le cas de Balarama Holness. Bon, ben, je sais, moi, personnellement, comme je dis, je suis assez sensible à son charme, son charisme, et ainsi de suite. Mais apparemment, c'est une figure que les médias traitent comme une figure d'avenir. Eh bien, prenons au sérieux son discours et voyons comment, derrière les qualités qu'on lui prête, il y a un discours idéologique très dangereux, mais encore faut-il le prendre au sérieux et le nommer. Non, mais c'est très bien que tu as mis l'accent là-dessus parce qu'il est très peu connu des gens. Donc là, on voit là, que c'est une mouvance et finalement, c'est la pointe de l'asperge, comme on pourrait dire. Merci, merci beaucoup, Mathieu. Cela dit, le combat entre Valérie Plante et Denis Coderre est pas très inspirant, hein? T'es un Montréalais, là, vraiment, là. Non, c'est pas inspirant du tout, c'est normal qu'il y ait une recherche d'autres choses là-dedans. Oui. Non, je pense que c'est le débat le moins inspirant qu'on puisse imaginer, donc c'est normal qu'on regarde ailleurs. Dommage que c'est ailleurs, ce soit un tel discours. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut. Bye bye. Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite. Accélérez votre carrière dès aujourd'hui. Travaillez à la maison avec HGS Service à la clientèle. Nous avons des postes ouverts à travers le Québec pour des agents bilingues afin de soutenir nos clients d'affaires essentiels. Nous offrons des postes à temps plein avec une formation payée, des avantages médicaux et dentaires et nous fournissons même l'équipement. Améliorez votre carrière et postulez sur joinhgs.com. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, je vais t'avouer quelque chose, je suis naïf. Pourquoi donc? Alors, parce que je pensais que tu avais écrit ton dernier ouvrage, La Révolution racialiste, pour réfléchir sur un phénomène de société en tant qu'intellectuel, pour nous mettre en garde contre des dérapages idéologiques. Bien non, j'ai lu Francine Pelletier aujourd'hui, et si tu as écrit ton ouvrage, c'est pour te poser en martyr. C'était seulement ça, pour te montrer à quel point... C'est pas très surprenant de la part de Francine Pelletier, c'est-à-dire d'ailleurs, elle prépare un documentaire en ce moment, subventionné, sur ce que sur le texte qu'elle nous présente ici, on comprend que c'est la trame de fond de son documentaire, qui veut monter la montée du nationalisme conservateur au Québec, quelque chose de très inquiétant, de très terrifiant. Et avec des personnages qui sont les méchants, elle m'avait d'ailleurs invité à y participer pour y jouer le rôle du méchant de service. Ben oui. Et ayant peu d'envie de participer à des dîners de cons dans ma vie, j'ai dit non. Mais je sais, elle multiplie les interviews, et souvent elle pose des questions sur le mode vous n'avez pas honte de connaître ou de parler ou de partager des idées de Mathieu Bock-Côté, ou est-ce qu'il vous fait pas peur? Elle invite les gens à commenter de manière terrible ou apeurée ou inquiétante ou hyper critique ce que je fais et ce que je suis. Donc c'est pas très surprenant de sa part. Et on voit par ailleurs que je fais une hypothèse, c'est pas une certitude, mais son texte aujourd'hui, le titre, c'est le champ de ruines, oui. Mais le titre qu'elle propose sur le Twitter et sur
sur Twitter et Facebook, c'est ce que vous devez lire ou savoir avant de lire Mathieu Bock-Côté. Autrement dit, une forme de ce film est réservé aux gens de 13 ans et plus. Il réserve des scènes d'horreur idéologique. Bon, c'est pas très surprenant de sa part. Ce qui va être amusant, c'est de voir le documentaire qu'elle va en tirer d'ici quelques mois. Je pense que c'est à l'automne. Mais pour l'instant, c'est un texte d'une autre mise en garde partagée par les gens du milieu à la manière. C'est toujours la même tentative de diabolisation, de disqualification. Puis pour ce qui est du cœur du propos, mais c'est que c'est tout simplement faux. C'est tout simplement faux. Soit elle travaille mal, soit je dirais qu'elle est simplement militante, mais elle nous explique que le wokisme n'est qu'une réaction fondamentalement devant un nationaliste blanc, conservateur et pacifiste qui serait dominant partout. C'est ça. Hein, donc Mathieu s'est dit oui, il y a des dérives. Effectivement, il y a des dérives dans la gauche woke, mais c'est à cause de la droite. C'est à cause de la droite, donc. Oui, non, mais la gauche ne fait jamais de elle nous le dit, c'est pas vraiment important, ces dérives-là, c'est plutôt secondaire. Et la gauche n'est jamais coupable de ses propres dérives. Ce ne sont que des réactions maladroites, mais légitimes et pleines de bon cœur devant les excès de la droite, entre guillemets. Bon, Francine Pelletier. Je veux dire, je sais pas. Théoriquement, le commentaire pourrait s'arrêter là. Francine Pelletier. Mais sur le fond des choses, son propos est historiquement biaisé. Elle raconte assez mal les événements. Elle nous présente finalement, donc nous dit le marxisme n'était qu'une réaction. L'antiracisme tel qu'il nous présente n'a été qu'une réaction devant une civilisation qu'elle caricature finalement. Et ensuite, présenter la société québécoise, on y revient, comme une société blanche, le nationalisme québécois comme blanc, patriarcal, conservateur et ainsi de suite, c'est tout simplement méconnaître l'histoire. La réponse identitaire, entre guillemets, au Québec à partir de 2007-2008, la crise d'accommodement raisonnable, c'est une réponse à ce que j'ai appelé la culture politique post-référendaire, dans mon premier livre en 2007, la dénationalisation tranquille, qui était fondée sur la diabolisation du nationalisme, de la majorité francophone, de la langue française, de l'histoire québécoise. Et qu'est-ce que c'est la fameuse réaction identitaire au Québec ou le courant identitaire? Ce n'est qu'une volonté de renouer avec la continuité profonde du nationalisme québécois, incarné par des figures comme Jacques Parizeau, René Lévesque, Camille Lorrain, Fernand Dumont, Michel Brunet, Maurice Séguin. Le fameux nationalisme identitaire, ce n'est rien d'autre qu'un nationaliste qui se rappelle que la majorité historique francophone est le cœur historique de la nation. Ce n'est rien d'autre que cela, mais bon, elle nous propose une réécriture de l'histoire qui n'est pas surprenante, mais comme je le dis, on va voir le point d'aboutissement de tout cela dans son enquête subventionnée sur le mode du procès du portrait à charge, de la charge idéologique quelque part cet automne. Mais ce qu'elle dit aussi qui est vraiment, c'est n'importe quoi. Elle dit tant qu'il va avoir des George Floyd et tant qu'il va avoir des Joyce Echaquan, on n'a pas le droit de critiquer le multiculturalisme. Oui, non, je sais bien. Elle dit non, mais c'est consternant. Je veux dire, on aimerait quelquefois avoir des adversaires de meilleur niveau. Donc, globalement, ce qu'elle nous dit, c'est que la critique des dérives du wokisme, donc qui est quand même, à ce que j'en sais, le wokisme qui est une dérive en soi, donc la réduction de tout discours critique du multiculturalisme à des propos haineux, la criminalisation de la critique de l'immigration massive, la criminalisation de la critique du multiculturalisme, la légitimation de la censure dans les campus, dans l'université et ailleurs. Elle nous dit d'ailleurs, soit dit en passant, que tout ça ferait l'affaire de la droite. Ça, c'est l'argument classique. Ça fait l'affaire de la droite. Oui, se faire censurer, ça fait l'affaire des gens qui se font censurer parce qu'ils peuvent ensuite faire carrière sur le fait qu'on les censure. Non, Francine Pelletier, non. Se faire censurer, c'est fondamentalement désagréable. Avoir des gens qui nous accueillent en hurlant dans une manifestation, dans un événement, c'est fondamentalement désagréable. Avoir toujours la possibilité dans un colloque de se faire, de le voir annulé parce que des menaces de violence physique contre sa présence, ce n'est pas désagréable. Ça fait l'affaire de personne. Bon, mais encore une fois, donc c'est une idée qui était aussi celle de Chantal Guy, qui disait que ça fait l'affaire des conservateurs, entre guillemets, la culture woke. Non, bien sûr que non. S'ils sont obligés, les méchants conservateurs, de réagir dans ce discours-là, ou en fait, simplement les gens de bon sens, le sens commun, de réagir, c'est là parce que ce discours-là est fondamentalement liberticide. Il est liberticide. C'est un discours qui, et au-delà de ça, en vient à tuer la possibilité même du débat public. Mais quand on nous présente, comme elle le fait, ce mouvement comme l'expression légitime, bien que peut-être maladroite, d'une réaction contre le nationalisme blanc, conservateur, pacifiste et patriarcal ou tout le tralala, quand on se raconte l'histoire ainsi, on peut s'autoriser toutes les dérives. Elles ne sont que mineures par rapport au système qu'on est censé attaquer. Et Mathieu, là, tu sais, les gens qui disent oui, mais les Martineau puis les Bock-Côté puis tout ça, ils se plaignent la bouche pleine parce qu'on les entend Cube Radio puis on les lit dans le Journal de Montréal.
Mais ces gens-là ne comprennent pas que justement, nous autres, heureusement que Québécois. Et ça, c'est pas parce que c'est mes patrons, c'est pas parce que ce sont ceux qui me paient, mais je dois lever mon chapeau. Heureusement qu'il y a Québécois, qui est la seule place où on peut s'exprimer, parce que sinon, toi et moi, ça serait pas Radio-Canada, ça serait pas au Devoir, ça serait pas à la presse, ça serait pas à Télé-Québec, ça serait pas dans d'autres radios. On est barré partout. Ben évidemment, non, mais c'est ça qui était particulier, c'est-à-dire que ces gens-là contrôlent dans les faits les médias publics, contrôlent dans les faits aussi, faut-il le rappeler, l'université, c'est quand même le discours hégémonique dans toutes les institutions publiques, mais ce qu'ils ne peuvent tolérer, c'est la présence résiduelle ou oppositionnelle d'un discours qui n'est pas le leur dans l'espace public, ou alors ils le toléreraient probablement dans je ne sais quel blog confidentiel en format samizdat du 21e siècle. Bon, ça pourrait passer. Mais pour le reste, ils ne peuvent tolérer la présence d'un autre discours dans l'espace public parce que cet autre discours est vu comme un appel à l'intolérance, un appel à la haine. Dans leur esprit, c'est ça. Donc, ils n'acceptent pas le désaccord, ils n'acceptent pas la possibilité qu'il y ait un autre point de vue dans l'espace public. Et résultat, il y a toujours une indignation perpétuelle devant le fait que d'autres voient que la leur se fasse entendre. Le rêve de ce courant de pensée, c'est que les différentes nuances de gauche parlent ensemble, les différentes nuances de progressisme parlent ensemble, discutent ensemble et se divisent à partir de l'interprétation du même dogme. Mais quand quelqu'un voit le monde à partir d'un autre point de vue que le leur, ils y voient dérapage. Et d'autant plus que dans leur esprit, c'est que la population, il faut voir ça, j'en parle un peu dans le bouquin, la population serait traversée par des préjugés. Et pour ça, il faut la rééduquer. Mais que font les grands méchants intellectuels ou chroniqueurs ou polémistes, qu'importe la manière dont ils nous présentent dans l'espace public, c'est qu'on viendrait légitimer les préjugés en les exprimant publiquement et en les réactivant et en les politisant. Donc, on serait des agents de division sociale parce qu'on permettrait aux préjugés qu'ils cherchent à déconstruire de s'exprimer dans l'espace public. Donc, ils sont pas capables de penser le désaccord autrement qu'à la manière d'un préjugé résiduel ou d'une conspiration maléfique pour exciter les préjugés contre les forces de l'émancipation. Bon, ainsi présenté, encore une fois, on n'est pas dans une perspective démocratique. Mais encore une fois, c'est un texte qui n'est pas tout à fait passionnant, mais qui est révélateur de l'état d'esprit de ce courant de pensée. Et j'aimerais qu'on m'explique. Expulser de l'espace public, c'est contradicteur. Et j'aimerais qu'on m'explique, que ces gens-là m'expliquent comment ça se fait lorsque c'est Isabelle Haché qui pointe les dérives de la gauche, là, c'est correct, puis elle a raison, puis c'est vrai, puis c'est pas seulement une anecdote, il y a vraiment quelque chose d'inquiétant. Et quand quelqu'un comme toi le fait, là, c'est pas recevable. Je ne comprends pas ça. Il y a deux choses. Premièrement, il faut noter qu'Isabelle Haché a retweeté le texte de Francine Pelletier. Autrement dit, après avoir critiqué l'Université d'Ottawa, ainsi de suite, il faut quand même donner de temps en temps des gages. C'est essentiel. Mais au-delà de ça, Mme Haché est une bonne journaliste la plupart du temps lorsqu'elle s'empare de ces questions-là, toujours avec un peu de retard, mais ça va, elle travaille bien. Non, c'est qu'il y a cette histoire, moi, qui me fascine, c'est l'histoire, au 20e siècle. Il faut avoir été de gauche pour avoir le droit de ne plus être de gauche. La critique doit être à l'intérieur du système idéologique, mais jamais extérieur, jamais. Donc, on doit critiquer la dérive, les dérives d'un principe, le principe lumineux de la révélation diversitaire, mais on peut pas critiquer ce principe-là lui-même en disant non, ce principe-là porte en lui-même sa propre. Ces dérives sont pas accidentelles, elles étaient programmées à l'intérieur de ce principe-là. Donc, il faut faire partie de cette espèce de cercle de la raison autorisée, autoproclamée humaniste et généreuse pour avoir le droit de critiquer ça. Mais si on critique de l'autre côté, c'est qu'on critique, même si on a raison pour des mauvaises raisons. Alors, on a tort. Alors, de l'autre côté, ils ont tort, mais ils ont tort pour des bonnes raisons. Donc, ils avaient presque raison d'avoir tort. On y revient, c'est l'éternelle histoire. Mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Apparemment, on n'en sortira pas. Tout à fait. Est-ce que tu sais, c'est pour qui son documentaire? Ça va être à quel diffuseur? Je crois que ça va être à Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Ça va être beau. C'est à Radio-Canada, c'est cet automne, c'est subventionné. Bon, et qui a été interviewé, selon toi? Alors, c'est à ce moment où je ne veux pas trahir la parole des gens qui m'en ont parlé. Okay. Je connais quelques personnes qui ont accepté d'y parler simplement parce qu'ils voulaient faire entendre leur point de vue. Je me permets pas de dire leur nom, peut-être le diraient-ils eux-mêmes, mais tels qu'on m'a rapporté les interviews, tels qu'on m'a rapporté les entretiens, c'est un procès à charge fondamentalement. Bon, c'est pas très surprenant, mais quand elle m'avait contacté elle-même, c'était sur le mode à la fois racoleur et venons débattre, mais sachant par ailleurs la perspective qui serait là, que sur le mode du procès, se présenter soi-même dans un procès où on
dernière instance, nous savons déjà le verdict et où on joue le rôle de l'accusé, et on est assez qu'à l'avance qu'on est coupable, c'est pas un débat, ça. Ça, c'est simplement participer à une mauvaise pièce de théâtre dans un mauvais rôle qui nous est réservé. Donc, non, merci. T'as bien fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Salut. Bye bye. Le plan de retraite d'Antonio, saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose, mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime, mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite. Je veille sur Marc le coureur, sur Julie la conductrice et sur Nancy la motocycliste. Je veille aussi à fermer le toit ouvrant quand il pleut. Ça évite bien des problèmes. Sur la route, on veille sur les autres. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, je sais hier que tu voulais revenir sur ce dépôt là d'un rapport concernant l'avenir de la police, mais tu veux aussi me parler de ce rapport-là en général. On veut donner des bourses pour les racisés qui veulent devenir policiers, c'est ça? Entre autres choses, en recommandation numéro 53, mettre sur pied un programme de bourse spécifique ou un volet spécifique du régime de prêts et bourses pour les aspirants policiers issus des populations racisées. Et il y a d'autres recommandations comme telles. Or, c'est quand même assez fascinant. Donc, c'est cette idée qu'il y aura des bourses des autorités publiques du gouvernement québécois nationales qui vont être attribuées selon le critère racial, la couleur de peau. On ne devrait pas s'en surprendre exagérément parce qu'il y a déjà 1001 programmes de discrimination positive, mais ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'apparemment, il faut expliciter de plus en plus clairement ce principe de la discrimination raciale en faveur, entre guillemets, des personnes racisées. Parce que sans ça, nos systèmes de police seraient fondamentalement injustes, inéquitables, non représentatifs, insuffisamment ouverts, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on se rend compte, je le redis parce que ça me semble fondamental, quand catégorisant ainsi les gens dans le service de police, eh bien, on va se rendre compte finalement il y a deux parcours. Il y a le parcours régulier pour rejoindre le service de police, un parcours réservé aux populations issues des minorités. Me semble-t-il que le rôle de l'État dans notre société, c'est de créer du commun, de tenir ensemble la population, c'est d'être capable de faire en sorte que tous les Québécois, quelle que soit leur couleur de peau, leur ethnicité, soient capables d'avoir accès aux mêmes emplois publics, soient capables d'avoir accès aux mêmes services publics. Ce n'est pas de les catégoriser à la Justin Trudeau avec des programmes pour les entrepreneurs noirs, puis ensuite pour les entrepreneurs ci, les entrepreneurs ça, c'est d'être capable de tenir ensemble une société au-delà de la couleur de peau. Mais non, manifestement, dans ce rapport, le gouvernement du Québec, on invite le gouvernement du Québec à se soumettre à cette logique. En fait, l'idée de la discrimination positive, c'est de dire qu'on a un retard à rattraper. Là, il faut donner comme un coup, c'est-à-dire en privilégiant effectivement des gens des minorités. Puis après ça, les gens des minorités vont se reconnaître au sein de la police parce qu'ils vont en avoir comme eux autres qui ont la même couleur de peau. Donc, après ça va les encourager à y aller. On n'aurait plus besoin de discrimination positive. Il y a deux choses, c'est-à-dire d'un côté, est-ce que je dois considérer que quand je suis en interaction avec un policier, je ne me sentirai représenté que si le policier est de ma couleur de peau et s'il ne l'est pas, je dois me méfier. Est-ce qu'on doit normaliser cette attitude-là en général? Si je me faisais arrêter par un policier noir ou un policier asiatique ou un policier amérindien, est-ce que je dois me méfier en me disant ah là là, je dois avoir un soupçon lié à la couleur de peau, est-ce qu'il m'a peut-être jugé de manière injuste? Deuxième élément, discrimination positive, il se peut que j'exagère, mais j'ai pas l'impression, qui est temporaire. On prétend installer ça de manière temporaire, mais dans les faits, rien n'est plus durable qu'un programme temporaire dans nos sociétés. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand on décide d'aller dans cette voie, on institutionnalise une bureaucratie, entre guillemets, de la diversité, on décide de normaliser ça, et le jour, et à quel moment on va se dire, là, c'est parfait, on a atteint nos objectifs, on peut l'abolir. Non, c'est dans les faits, ces programmes-là ont tendance à s'installer durablement, et puis à inscrire dans les mœurs
écologie qui veut qu'on doive d'abord juger les gens selon, encore une fois, l'ethnicité ou la race plutôt que selon leur parcours individuel quel qu'il soit. Donc non, moi je pense que ces programmes-là ils sont jamais temporaires. Et c'est ça le problème. C'est pas des programmes sur une génération où on se dirait ça va changer. Puis en plus, à la rigueur, aux États-Unis, encore une fois, même si on va avoir des réserves là-dessus, on peut comprendre. Mais ici, quels facteurs historiques font en sorte qu'on devrait corriger une situation d'inégalité historique en fonction de telle communauté issue de l'immigration, qu'on devrait corriger ça pour être capable d'avoir un corps de police qui serait apparemment plus... Le Québec n'a pas du tout la même sociologie que la sociologie américaine. Alors, encore une fois, on voit à quel point, en ces matières-là, finalement, on écrit nos rapports aujourd'hui en fonction de l'actualité américaine et pas en fonction de la nôtre. Mais d'ailleurs, écoute, est-ce que ça te fait tiquer, toi, le fait qu'on a déposé ce rapport-là le jour du premier anniversaire de George Floyd, comme si ça faisait partie de notre histoire? Ben moi, je trouve ça, en fait, c'est là-dessus, on est en train, on vit au rythme mental des États-Unis. Hein. On pense en fonction de leur actualité, on pense en fonction de ce qui leur arrive. Or, faut-il rappeler, puis moi, c'est une chose qui ne cesse de me... Ce qui s'est passé pour George Floyd, c'est terrible. Je pense que, parce qu'on a vu les images et que l'être humain voit en son prochain avec raison toujours, il voit quelqu'un qui il le voit dans sa souffrance, il le voit dans sa douleur, il le voit dans son sort tragique. On a tous été bouleversés par ça. Mais ensuite, les capacités de discernement élémentaire devraient nous rappeler que ça s'est passé, comme je viens de dire, à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis. Pas à Montréal, au Québec, au Canada. Hein, j'ai même rajouté Canada. Donc, ça s'est pas passé ici. Donc, à quel moment la police montréalaise ou les services de policiers au Québec doivent-ils s'accuser d'adhérer Minnesota? Moi, je cherche à voir, puis à moins de considérer que les sociétés n'existent plus et n'existent qu'en fait qu'une immense comptabilité raciale à l'échelle de l'Occident, je me demande à quoi ça sert. C'est une forme, et de choisir, c'est la politique dévorée par l'américanisation et la communication. Le réel n'existe plus. Ben c'est ça, la police aux États-Unis, c'est pas la police ici. Le racisme aux États-Unis, c'est pas le racisme ici. Les relations avec les armes à feu aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'ici. Il va falloir se rendre compte que les États-Unis, c'est un pays étranger qui a pas la même culture, la même histoire que nous. Et le problème, c'est qu'on fait comme eux. Alors moi, ça me frappe, c'est-à-dire il y a une espèce de désir d'imitation. On a l'impression, c'est le rapport trouble je dirais presque c'est la puissance d'inspiration des États-Unis dans les sociétés modernes. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si plus que les États-Unis, c'est la société moderne par excellence. Hein. Le pays qui s'est voulu fonder à partir du grand élan de la modernité, même s'il y avait le noyau des 13 colonies, le noyau britannique, le noyau anglais, pour le dire comme ça. Ça se veut le pays qui incarne la modernité. Donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, on se sent en décalage par rapport à eux. On se sent décalé par rapport aux États-Unis. L'Europe, on a quelquefois l'impression qu'on se dit si ça se fait aux États-Unis, il faut donc le faire ici. Or, me semble-t-il qu'aujourd'hui, je pense qu'on entre dans une logique presque du contre-modèle. Moi, personnellement, j'ai pas envie de prendre mes modèles à Paris, à Londres, à Berlin, à Varsovie, à Dublin, ou à Ottawa, ou New York. Moi, je veux le prendre à Québec. Moi, je pense qu'on doit se construire en fonction de nous-mêmes. Mais en dernière instance, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société québécoise, pour se protéger de cette espèce de tendance, devrait se rappeler un peu son appartenance, ne serait-ce que par le souvenir au vieux monde. On s'est souvent vu, nous, comme le pont entre le vieux monde et le nouveau monde. Un peu de ce que deviennent les États-Unis, parce que c'est devenu le modèle est devenu un contre-modèle. C'est une société hyper violente, c'est une société où les armes à feu sont partout, c'est une société où les tueries sont régulières, c'est une société où les tensions entre les groupes sont particulièrement violentes et constantes et quotidiennes. Par ailleurs, c'est un pays avec un génie incroyable, des capacités techniques, des capacités industrielles, des capacités scientifiques, mais sur le plan de l'organisation sociale, me semble que c'est pas particulièrement recommandable. Je vois pas pourquoi je voudrais importer ici une logique à l'américaine qui provoque ce que l'on sait, sinon par une forme d'américanisation de notre intelligence pour ressembler aux voisins. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut, bonne journée. Bye bye. L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec. Mais aujourd'hui, 1 personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tabledeschefs.org. Merci à notre partenaire. Le plan de retraite d'Antonio. Saisir chaque moment. J'ai toujours aimé la photo. J'en fais beaucoup, j'expose. Mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. J'ai un métier que j'aime.
Mais à ma retraite, je veux me consacrer à la photo. Quand j'ai rencontré ma conseillère, on a établi un plan de match pour y arriver. C'est encore loin, mais là, je vois mieux où ça s'en va, où je m'en vais. Découvrez les avantages de planifier votre retraite avec l'accompagnement personnalisé de conseillers Desjardins. Visitez desjardins.com/retraite. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, Mathieu, tu vas en profiter. Toi, ça a l'air, tu as 3 rencontres sur des terrasses aujourd'hui, qu'on m'a dit. Oui. En fait, c'est le moment de la libération. Donc, un dîner sur ce midi, un premier souper, et ensuite un deuxième plus tard, parce que à la française, soupons 2 fois. Évidemment, soyons raisonnables, donc séparons les plats entre les 2 repas, mais le plaisir infini de renouer avec la vie, il vaut la peine de le célébrer. Mais un manteau, là, apporte-toi une petite laine, parce que ça va être frisqué un peu, là. Oh, non, mais moi, en ces matières, aujourd'hui, je serais prêt à défier l'hiver en salopette pour avoir le plaisir de retrouver l'existence et l'amitié. Ah non, ça, aujourd'hui, je me sens courageux de toutes les manières possibles. Mais non, sérieusement, c'est simplement le plaisir, désormais, de retrouver une vie un peu moins confinée, un peu moins étouffante, le plaisir de retrouver l'amitié. C'est quand même pas si mal. Oui, mais fais attention à ce que tu manges, parce qu'il paraîtrait que le monde de la nutrition serait raciste. Ah, alors ça, c'était hier, c'était formidable. On apprenait ça dans les pages du site web La Presse, du journal, autrefois on disait, je crois. Donc, on nous apprenait que l'association des diététistes du Canada, et des nutritionnistes du Québec aussi, eh bien, suite à l'affaire George Floyd, on sait qu'il nous a tous bouleversés, on le sait, en est venu à la conclusion qu'il fallait se questionner sur le racisme potentiel qui traverserait l'association, donc des diététistes, l'ordre des nutritionnistes au Québec. On faisait donc un lien entre le meurtre de George Floyd à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis, et la pratique des nutritionnistes ici, au Canada, au Québec. Alors, ce lien-là, il vient pas naturellement à l'esprit de chacun. C'est-à-dire, ça va pas de soi qu'il y a un lien entre ce qui est arrivé à George Floyd et ce qu'on doit mettre dans notre assiette. Mais quand on est dans une forme d'épidémie idéologique comme aujourd'hui, où, autrement dit, il y a des thèmes qui s'imposent à tous, une forme de folie s'empare de l'espace public, et tous se sentent obligés de se convertir à l'idéologie dominante pour montrer qu'ils sont vertueux, empathiques et généreux, mais quand on est dans cette logique, quand on est dans cet esprit, on se convertit à l'idéologie dominante. Or, l'idéologie dominante, aujourd'hui, elle nous dit racisme systémique. Alors, il y a une lettre qui est envoyée, qui vaut la peine, je t'en cite un extrait, à l'époque par Nathalie Savoie, qui est directrice générale à l'époque des diététistes du Canada. Et elle nous dit, je te lis 2 passages. Comme femme blanche, je ne me suis jamais sentie en danger, indésirable ou pas appréciée à cause de la couleur de ma peau. Je sais que je suis privilégiée, que ma vie est plus facile que certains de mes collègues. Quand je voyage à travers le pays pour rencontrer des diététistes et des étudiants, je ne me fais pas questionner ou arrêter sans raison. Et là, elle poursuit. J'invite mes collègues blancs à ne plus se taire et à agir contre le racisme. Pour nos collègues, pour nos clients et nos patients et pour nos communautés, ce n'est pas assez de ne pas être raciste. Nous devons tous être antiracistes. Ça, c'est une citation d'Ibrahim Kendi. Nous devons observer nos privilèges, les reconnaître et s'engager à agir pour enrayer le racisme. Tout est là. C'est du wokisme à l'état pur. Autrement dit, la condition pour demeurer respectable dans l'espace public aujourd'hui, c'est de passer par l'autocritique raciale, par l'autocritique woke, pour dire qu'on est éveillé, pour dire qu'on est autocritique, pour dire qu'on est conscient de ses privilèges. Et si on ne le fait pas, le silence sera vu comme une marque de dissidence. Je rappelle qu'on parle ici de gens, on parle pas de la police de Minneapolis, on parle ici de gens qui nous parlent globalement de sushi, qui nous parlent de viande, qui nous parlent d'asperges, des choses fort importantes, je dis en passant. C'est des gens essentiels, les diététistes et les nutritionnistes. Mais être capable de passer par George Floyd pour s'accuser de racisme dans de telles circonstances, on peut dire qu'on est dans une manifestation authentique de délire idéologique. Écoute, il y a plusieurs choses là-dedans, le racisme ou l'eurocentrisme dans la nutrition. Bon, écoute, on va les prendre une par une, OK? On dit que le fameux indice de masse corporelle là, qui fait en sorte là, qui te dit si tu es en surpoids ou pas, que tout ça on a basé ça sur le corps d'une personne de souche européenne. C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est que les Noirs, par exemple, sont plus en cours. Bon, là, c'est les fesses, etc., les seins. Donc on tente, eux autres, de leur imposer un modèle qui est surtout un modèle ethnocentrique blanc. C'est peut-être pas bête aussi, là. C'est peut-être pas faux non plus, là. Les critères, par exemple, de santé de notre civilisation utilisés
qui ont été élaborés dans notre civilisation à partir de notre le développement des connaissances médicales, des connaissances scientifiques, ont été élaborés historiquement à partir de ce qu'on pourrait appeler la morphologie type de notre civilisation d'une manière ou de l'autre, probablement, manifestement. Est-ce qu'il faudrait adapter cela puisque nos sociétés se diversifient? Est-ce qu'il faut adapter cela pour tenir compte de la diversité des profils morphologiques, de la diversité des corps, et ainsi de suite? Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais comment peut-on expliquer ce passage donc d'une référence d'une morphologie à une ouverture à différentes morphologies comme la prise de conscience d'une forme de racisme implicite qu'il faudrait déconstruire pour accéder à la diversité? C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que nos sociétés se diversifient démographiquement à cause de l'immigration. Très bien, on se transforme très bien, mais la logique du racisme systémique, pour ceux qui lisent ces textes-là, ça consiste à nous dire que toute norme porte, dans la mesure où elle n'est pas valable pour tous, porterait des effets inégalitaires, des effets discriminatoires, et ce système discriminatoire ou inégalitaire, il faut le nommer racisme et racisme systémique. Non! Là, c'est un abus de langage. C'est de la manipulation de langage. Donc, qu'on nous dise qu'on doit s'adapter dans nos guides à des populations nouvelles qui s'installent chez nous, ben, très bien, il n'y a pas de souci avec ça, et puis nos sociétés sont capables d'évoluer, mais le moment où ça sert de prétexte, ça, pour faire une accusation de racisme systémique, c'est là qu'on bascule dans et je parlais de ça hier après-midi avec Mario Dumont, et je lui disais, par exemple, le guide alimentaire canadien dit qu'il faut prendre, je sais pas, 2 verres de lait par jour, blablabla, et là, la nutritionniste en question, dans le texte de la presse hier, disait, vous savez, les Asiatiques ne prennent pas de lait, ils sont souvent allergiques au lait, ce qui est vrai, et Mario Dumont me répondait, oui, mais on vit pas en Asie ici, là. Oui, mais là, voilà, ça c'est l'autre élément qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que il se trouve que le monde n'est pas composé de territoires indéterminés. Les pays dans lesquels nous vivons, qui ont été construits globalement par nos peuples, et ainsi de suite, ont leurs traditions, leurs coutumes, ils ont leurs mœurs, ils ont leurs usages. Bon. Quand des gens viennent s'installer ici, donc globalement l'immigration massive, c'est depuis, l'immigration s'étale au Canada sur un bon siècle, mais disons l'immigration massive telle qu'on la connaît, c'est depuis, je dirais, à peu près une quarantaine d'années, 30 ou 40 ans. Ceux qui arrivent ici savent dans quel environnement ils arrivent. Leur simple présence ici ne fait pas en sorte que d'un coup, les normes qui étaient ici sont transformées en normes racistes parce qu'elles n'étaient pas adaptées à l'avance à ceux qui allaient nous rejoindre. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, inversement, si on va dans d'autres coins du monde, est-ce qu'on les accusera de racisme parce que l'offre alimentaire ne sera pas adaptée à la diversité des populations qui seront de passage par le tourisme ou par une immigration future? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre des choses? Il y a quelque chose d'insensé là-dedans. Et j'ajouterais, il y a quand même le monde occidental, on le sait aujourd'hui, il y a des vagues d'immigration qui s'y installent massivement, et ainsi de suite. Moi, je me dis quelquefois, il y a quelque chose d'étrange dans le grand récit qu'on nous propose. Est-ce que tous ces gens viennent en fait chercher refuge, fortune, prospérité, sécurité dans la citadelle mondiale de la suprématie blanche et du racisme systémique? Faut-il comprendre que globalement, ces populations-là viennent ici se faire persécuter dans un monde qui n'aura aucune considération pour elles? On est quand même dans un délire ici. Donc non, et ensuite, je le dis, puisque nos sociétés se diversifient, évidemment, là, on va s'adapter. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire s'extraire d'un système raciste depuis les origines commandé par la suprématie blanche. Ça veut simplement dire s'adapter. Mais apparemment, le langage de la réforme raisonnable et éclairée aujourd'hui n'est plus tolérable. Ça doit se transformer en procès d'existence. Et ce qu'on dit aussi dans le texte, c'est que, par exemple, les Noirs se nourrissent différemment des Blancs. Et ça, je trouve ça d'une stupidité totale. Je veux dire, c'est comme moi, je suis un Québécois de souche, je mange pas tout le temps du ragoût de boulettes, puis de la tarte, du pudding au chômeur, puis tout ça. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a des Noirs qui mangent du spaghetti, il y a des Noirs qui mangent des mets chinois, il y a des Noirs qui mangent des sushis. Voyons. Ah, mais ça c'est l'essentialisme. Ça, c'est paradoxal. Oui. On nous a expliqué pendant des années qu'il fallait déconstruire les traditions, déconstruire les coutumes. Il fallait pas essentialiser les populations. Très bien. Mais aujourd'hui, au nom d'une conception falsifiée de l'ouverture à l'autre, on enferme l'autre dans sa caricature et on s'imagine qu'on ne peut lui parler qu'en parlant à travers lui à sa caricature. Donc là, chacun doit y être fidèle, et s'il n'y est pas fidèle, on pourrait même l'accuser de trahison raciale. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on suggère dans le texte, à demi-mot, mais pas seulement, que pour établir une relation de confiance, quelquefois, peut-être vaudrait mieux avoir les nutritionniste de telle couleur avec une personne de telle couleur. Oui.
un instant. Je veux dire, si j'ai des problèmes de santé, moi, est-ce que je vais demander de me faire soigner par un médecin canadien-français, un chirurgien canadien-français qui aura exactement mon profil ethnique, ou je vais me faire soigner par le meilleur médecin disponible qui va comprendre ma situation de santé? Ben oui. Me semble que le premier réflexe, c'est celui-là. Mais aujourd'hui, la logique clanique communautaire et tribale fait en sorte qu'on ne devrait appartenir qu'à son petit groupe et s'y enfermer mentalement. Mais tout ça au nom de l'ouverture, tout ça au nom de l'antiracisme. Et il vaut la peine de... Il y a une chose qu'il faut ajouter à tout ça, c'est que j'ai regardé un peu le profil de ceux et celles qui ont décidé de porter ces programmes-là, à la fois dans l'Association des diététistes du Canada, l'Association des nutritionnistes au Québec. Ce sont souvent des gens qui viennent du milieu des communications ou de la gestion. Ils ont travaillé dans telle société, puis dans telle autre, toujours dans des postes comme gestion, ressources humaines, communication. Donc, cette idéologie-là, elle circule dans cette mouvance aujourd'hui des ressources humaines, en fait, dans le milieu des ressources humaines, dans le milieu des communications, dans le milieu de la publicité. Donc, ça circule dans un milieu qui a souvent aucune connaissance des pratiques réelles des gens-là, c'est-à-dire dans tel domaine, les médecins, les nutritionnistes, en fait, faut faire la liste. On est dans une forme d'idéologie qui circule chez des élites gestionnaires, des élites de la communication et de marketing, et ils imposent ces thèmes-là partout parce que ça devient le langage obligé de ces élites-là. Et moi, j'aurais envie de rassurer les diététistes, mais aussi les mécaniciens, les gardiens de la faune et de la flore, les gardiens de phare, s'il en reste encore quelques-uns. Vous n'êtes pas coupable de racisme systémique. Ce concept-là est une fraude idéologique. Délivrez-vous de ceux qui vous intimident idéologiquement. Quand des médecins, quand des nutritionnistes nous disent « nous reconnaissons le racisme systémique », vous ne reconnaissez pas le racisme systémique. Vous vous soumettez à une théorie qu'on vous impose par l'intimidation idéologique. On aurait envie de dire comme le pape, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est Jean-Paul II qui disait ça. Mais n'ayez pas peur des militants woke qui veulent à tout prix vous culpabiliser sous le signe du racisme systémique. N'ayez pas peur. Vous n'êtes pas raciste systémique. C'est excellent. On se laisse là-dessus et bon courage pour tes 3 terrasses. Surtout tes 2 soupers, ça m'inquiète, là. Ah, non, mais je serai quand même modéré. Je suis désormais mangeur de salade. Faut pas s'inquiéter. Okay. Salut, Mathieu. Bon week-end. Bye. Bye. Un long silence à la radio. C'est inconfortable. Mais pour les personnes LGBTQ+, dans plus de 70 pays, vivre dans le silence, c'est la seule façon de survivre. Un message de la Fondation Émergence pour le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.